Banque des Territoires, la radio au Congrès USH. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Banque des Territoires, la radio. Nous sommes en direct du Congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, dernier jour de cette 82e édition. Notre émission aujourd'hui est consacrée à CDC Habitat. Nous serons en compagnie d'Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat, pour parler logement pour tous, transition énergétique, mais aussi inclusion et cohésion. Vous pouvez nous suivre sur Internet, sur la chaîne YouTube de la Banque des Territoires, mais aussi en direct. Nous sommes dans le hall 6 au stand de la Banque des Territoires, le stand D50, n'hésitez pas à nous rejoindre. Une heure d'émission, une heure d'interview, de reportage et de balade dans les allées du Congrès avec notre reporter Alexandre Vibard. Alors Alexandre, comment ça va aujourd'hui? Quelle ambiance dans les allées après la forte effervescence d'hier? Écoutez, c'est très calme et ça fait du bien. Ça s'entend déjà, on s'entend parler les uns avec les autres. On arrive à marcher dans les allées sans se bousculer. C'était important, c'était des journées, il y avait du monde, il y avait pas mal de personnes venues se rencontrer les uns les autres. Le salon continue néanmoins et surtout l'émission radio Banque des Territoires continue aujourd'hui. Encore une belle heure d'émission avec des intervenants très intéressants, des sujets aussi particulièrement intéressants et pointus aujourd'hui. Moi, je vous retrouve dans une demi-heure avec deux belles rencontres. On sera avec la Croix-Rouge. On découvrira qu'elles ont des actions, que la Croix-Rouge internationale a des actions dans l'outre-mer, la Croix-Rouge française, pardon, autour de l'habitat, évidemment. Et puis, je serai avec un bailleur social associatif. Je vous retrouve tout à l'heure, Marie-Hélène. Merci Alexandre, on vous dit à tout à l'heure. Effectivement, vous écoutez Banque des Territoires, la radio, pour son émission spéciale CDC Habitat. Anne-Sophie Grave, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Banque des Territoires, la radio. Alors merci d'être avec nous parce qu'on sait que vous avez une petite extinction de voix. Donc on est très heureux quand même de vous avoir. Il y a beaucoup de choses à dire effectivement sur l'actualité de CDC Habitat et c'était important de vous avoir sur notre antenne. La thématique du congrès cette année, on l'a dit hier, c'est réussir le logement, grande cause nationale du quinquennat. Comment se positionne CDC Habitat sur cette thématique ? Je vais vous répondre, mais peut-être deux mots d'explication sur ma petite voix, puisqu'il vient d'être dit qu'il y a eu beaucoup de monde au congrès hier. Ah bah voilà. Beaucoup d'échanges très intéressants, constructifs, mais effectivement, quand il y a beaucoup de monde, il y a du brouhaha, on monte la voix. On pousse la voix. On en a un petit peu moins. Bon, en tout cas, là, on a des bons micros, on vous entend bien. Donc, on va pouvoir entendre tous les messages que vous avez à faire passer, et notamment, justement, sur la position de CDC Habitat sur cette thématique de réussir le logement. Alors, réussir le logement, parce que les besoins sont toujours là, les besoins en logement sont criants. Donc aujourd'hui, on est peut-être dans un contexte un peu plus compliqué. Alors, on a eu la loi climat avec son objectif de diminution du rythme d'artificialisation des sols, qui nous demande à trouver des solutions différentes et de faire évoluer nos modes de production. Je vais y revenir. Et puis, on a le contexte économique actuel avec les conséquences de la guerre en Ukraine, notamment sur les prix de l'énergie, des difficultés d'approvisionnement des matériaux sur nos chantiers, ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit effectivement les prix de revient de nos opérations qui augmentent, les coûts de construction qui augmentent. Et donc, là aussi, il nous faut être agile pour trouver des solutions, permettre aux chantiers de démarrer, permettre aux opérations de sortir de terre. Alors, comment le faisons-nous ? Voilà, nous avons décidé d'être extrêmement pragmatiques, c'est-à-dire de discuter avec les entreprises, de discuter avec les promoteurs, de leur demander d'être extrêmement transparents en fait, sur leurs coûts, sur leurs augmentations. On discute et on trouve des solutions effectivement pour accepter des revalorisations de prix, mais ce qui permet, c'est essentiel, au chantier de se poursuivre. Si je reviens sur la question foncière, la sobriété foncière, nous avons pris une inflexion importante en 2020, mais surtout en 2022, sur nos modes de production, en ce sens qu'on remonte beaucoup plus sur l'amont de la chaîne de production en se disant notre production de logement demain, elle va se faire aussi avec une partie de recyclage. Qu'est-ce que ça veut dire? Recyclage de bâtiments existants, la transformation de bureaux en logements, la transformation de locaux d'activité par exemple, mais aussi ça peut être des reconversions de friches. Bon. Ce qui veut dire qu'en faisant ça, eh bien, on contribue tout en continuant à construire, à moins artificialiser, à moins imperméabiliser les sols. Et puis en faisant ça, on fait aussi de la renaturation. Voilà, donc on ramène aussi de la nature sur des sols qui étaient précédemment imperméabilisés.
C'est vrai, réutiliser les bâtiments existants, le verdissement des quartiers, ça ce sont beaucoup de thématiques qu'on a évoquées aussi ces 2 derniers jours. Et on va revenir dessus avec vous également. Vos objectifs en venant au congrès USH, là on est le dernier jour, un bilan de ce congrès peut-être ? Comme vous l'avez dit, beaucoup de rencontres, beaucoup de signatures. Nous sommes très heureux ce matin de signer, je dirais à la fois avec la ville de Lyon et puis les hospices civils de Lyon, pour le logement des agents, que ce soit de la ville, et aussi des personnels hospitaliers. Et donc, c'est très important pour nous, puisque nous souhaitons être un acteur important du logement des travailleurs essentiels, des travailleurs clés. On en a beaucoup parlé au moment de la crise sanitaire. Vous savez, ces travailleurs qui ne peuvent pas télétravailler, qui souvent habitent loin de leur lieu de travail, et ce qui génère beaucoup de fatigue. Aujourd'hui, on l'a évoqué ce matin avec le directeur général des hospices civils de Lyon. Il y a un sujet de fidélisation, il y a un sujet de recrutement. Alors c'est vrai à l'hôpital, c'est vrai dans d'autres secteurs. Ce sont des personnels qui souvent ont des horaires aussi complètement décalés. Et le fait d'avoir un logement plus proche de son travail, eh bien, ça peut contribuer aussi à aider à ce recrutement et à la fidélisation de leurs agents. Et puis j'aurais pu ajouter aussi une belle convention sur le redressement de copropriétés dégradées à Villeurbanne. Voilà quelques exemples de signatures sur ce congrès. Plein de beaux projets, effectivement, qui en plus symbolisent vraiment votre action. On va le voir tout au long de l'émission. Vous êtes sur Banque des Territoires, la radio, et nous sommes avec Anne-Sophie Grave pour une spéciale CDC Habitat. Alors, l'ADN de CDC Habitat, premier bailleur de France, c'est de faire du logement accessible à tous. Peut-être quelques éléments de contexte pour commencer. Pourquoi est-ce si difficile de se loger aujourd'hui, Anne-Sophie Grave ? Alors, on a évoqué la demande tout à l'heure. Voilà la demande qui est encore très importante. Et donc, cette nécessité de construire, bien sûr, la demande, elle est aussi servie par le parc existant. Et ce parc existant, aujourd'hui, nous avons aussi des enjeux de réhabilitation thermique de ce parc. Mais je pense qu'on y reviendra. Et donc, nous, ce qui nous importe, si vous voulez, dans les solutions logement qu'on peut apporter, c'est vraiment d'adresser l'intégralité du parcours résidentiel. Donc c'est vrai que nous offrons des solutions à la fois pour les plus fragiles. Avec Adoma, on peut être sur par exemple, des pensions de famille, des résidences sociales. Pour les étudiants, puisque c'est pas toujours facile non plus quand on est étudiant de trouver un logement, donc avec nos résidences étudiants, bien sûr le logement familial classique, mais aussi, ce que ça fait partie du parcours résidentiel, le logement intermédiaire qui permet à des jeunes ménages de trouver des logements avec des loyers inférieurs de 10 à 15% par rapport au marché, ce qui est très important. Et puis aussi l'accession sociale à la propriété qui est servie aussi aujourd'hui au travers du bail réel solidaire que portent les organismes fonciers solidaires et auxquels nous contribuons également. Donc souvent, pour accéder à un logement, il faut les moyens. C'est vrai, vous parlez des étudiants, des personnes âgées qui ont peut-être pas forcément les moyens de s'offrir un logement bien situé, proche de toute commodité. Du côté de CDC Habitat, quelle réponse vous apportez justement aux problématiques du logement pour tous ? Alors, vous évoquez effectivement la question des ressources là, pour se loger. Et je dirais par rapport à notre actualité, et qui a été un des sujets aussi, je dirais, dans ce congrès, c'est vraiment aussi comment le contexte actuel, avec à la fois l'inflation et la crise de l'énergie, vient impacter aussi, je dirais, ce qui sera la quittance du locataire demain. Donc aujourd'hui, effectivement, on parle souvent des loyers, mais le sujet des charges est aussi extrêmement important. Et aujourd'hui, compte tenu de l'augmentation très forte des coûts de l'énergie, les charges d'énergie pour nos locataires vont augmenter. On bénéficie du bouclier tarifaire et nos locataires bénéficient du bouclier tarifaire, ce qui est une très bonne chose, mais néanmoins, ces charges vont quand même augmenter. Donc nous avons pris déjà un certain nombre de dispositions pour venir accompagner les locataires face à cette période qui va être difficile et qu'on estime peut-être à la fin 2022 et 2023. Donc je peux donner les exemples de ces mesures. Nous avons choisi effectivement de revoir très vite, d'adapter très vite nos acomptes de charges énergie pour les lisser sur un temps le plus long possible, pour que cette charge soit le mieux répartie possible dans le temps et qu'elle soit davantage supportable. Et puis on s'est dit, même en faisant ça, on va peut-être avoir des locataires qui vont se trouver en difficulté. Et donc nous avons créé un fonds solidarité énergie. Ce fonds solidarité énergie, donc nous l'avons doté d'1 million d'euros.
Il sera à disposition de nos agences. Dans nos agences, nous avons des conseillères en économie sociale et familiale, des chargés de précontentieux qui font un travail ensemble pour voir les meilleures dispositions à mettre en place quand un locataire est en difficulté et en risque d'impayé. Donc en fait, ils pourront, avec ce fonds, venir apporter une aide très concrète aux locataires pour diminuer les échéances mensuelles, bien sûr après avoir mobilisé tous les dispositifs de droit commun par ailleurs. L'accompagnement de CDC Habitat auprès de ses locataires, effectivement, pour du logement pour tous, accessible à tous. Vous avez parlé des différents types de logements que vous proposez, cette mixité. Alors je vous propose justement de découvrir un exemple d'opération mixte qui a été menée à Pessac, donc commune du sud-ouest de la France, située en Nouvelle-Aquitaine, dans le département de la Gironde plus précisément. Logement social, logement intermédiaire et logement en accession libre. C'est Muriel Hurteloup, responsable du projet, qui nous présente cette opération. L'opération de Pessac, au domaine Chanterelle, donc à avenue Canéjean, est une opération de produits mixtes située dans un quartier plutôt résidentiel sur lequel on souhaite réaliser donc une mixité de produits, proposer du logement social, proposer de l'accession sociale via du BRS, du logement intermédiaire et du libre qui sera réalisé par ICAD, par une charge foncière. Aujourd'hui, nous sommes propriétaires de cette parcelle qui représente environ 22 600 mètres carrés. Ce projet à Pessac est un exemple parce que nous allons réaliser une maîtrise d'ouvrage directe, qui est un choix aujourd'hui de notre direction. Nous allons être pétitionnaires d'un permis d'aménager avec une vente de recharge foncière. Et donc aujourd'hui, ce permis d'aménager est une nouveauté pour différentes choses par rapport à un bilan environnemental. Nous sommes situés dans un secteur certes à urbaniser, mais sur un terrain où il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de végétaux que nous avons souhaité conserver. Nous avons des chênes qui ont une centaine d'années et environ une centaine de charmes qui constituent une charmille. C'est un contexte très très particulier puisque nous devons à la fois éviter la destruction de l'habitat aujourd'hui de la faune et de la flore tout en favorisant l'habitabilité de nos logements. Donc, on essaye de créer un mixte qui n'est pas facile, mais aujourd'hui, on souhaite vraiment développer cette capacité à s'introduire dans un habitat qui est à la fois écrin de verdure, tout en développant un habitat qui propose des prestations de qualité et qui surtout s'adapte au climat aujourd'hui avec les températures que nous avons. Alors une opération mixte pas facile, comme le dit Muriel Hurteloup, responsable du projet donc de l'opération mixte menée à Pessac en Nouvelle-Aquitaine, mais nécessaire pour s'adapter justement au changement climatique. Alors c'est justement la thématique à laquelle on va s'intéresser, puisque le logement accessible à tous n'est pas votre seule priorité à CDC Habitat. Il y a aussi la transition énergétique des logements qui est primordiale donc, et nous allons en parler tout de suite. Vous écoutez Banque des Territoires à la radio, nous sommes au congrès USH pour une émission spéciale CDC Habitat. C'est le grand objectif du logement social, la trajectoire verte. On en parle depuis 2 jours au congrès USH, évidemment. Anne-Sophie Grave, où en est-on à CDC Habitat ? Alors, bien, écoutez, j'ai le plaisir de vous dire que nous sommes bien avancés, puisqu'aujourd'hui, sur notre parc existant, CDC Habitat Social, nous avons moins de 1% de patrimoine en étiquette F et G, que nous allons bien sûr traiter largement avant 2025, 9% en étiquette E, et j'ajouterais que la moyenne de la consommation énergétique de notre parc se situe en étiquette C. Et par rapport à ce que vous veniez de dire sur le logement accessible, je reviens à mon sujet de quittance, j'y tiens. Eh bien aujourd'hui, avec les coûts de l'énergie qui explosent, effectivement, quand vous êtes logé dans un logement en étiquette C, eh bien, vous consommez moins d'énergie et du coup, votre charge est bien inférieure. Donc effectivement, c'est absolument indispensable de faire ces réhabilitations thermiques. Et nous allons aussi, pour avoir un parc vertueux, et nous allons aussi nous accélérer notre plan stratégique énergétique, puisque là on a parlé finalement de l'enveloppe un peu de ces bâtiments, mais nous allons aussi intensifier notre recours aux énergies renouvelables, puisqu'aujourd'hui notre parc est chauffé à 60% au gaz, 22% raccordés à des réseaux de chaleur urbains qui en général sont quand même plutôt vertueux, et 17% à l'électricité.
Donc voilà, quand on regarde nos 60% en gaz, on se dit, voilà, il faut maintenant, notre enjeu demain, c'est comment on accélère ce recours aux énergies renouvelables. Alors on parle évidemment du logement vertueux, effectivement. On va parler écoquartier. On va partir dans les Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour découvrir l'exemple de l'écoquartier de la Plantade à Coudoux. C'est une commune située à 30 minutes en voiture d'Aix-en-Provence. Rémi Auger, responsable développement à la direction PACA, nous présente ce projet avec double labellisation écoquartier et quartier durable méditerranéen. Cette opération donc, de Coudoux, qu'on appelle la Plantade, si je devais le résumer en 3 phases, il y a une première phase qui est la phase prise de contact avec le copromoteur avec qui on est, qui est Spirit, sur cette opération. La prise de contact aussi avec la commune, qui nous a communiqué son cahier d'objectifs et ses attentes sur cette opération. Ce qui a abouti à une deuxième phase de travail avec la commune sur comment mettre en œuvre en fait ce cahier des objectifs. Donc ça a fait l'objet de différents ateliers, plus une étude urbaine qui a été réalisée par un architecte et qui nous a permis de déposer un certificat d'urbanisme opérationnel afin de, on va dire, entériner ces premières étapes de l'opération. Une fois que ce certificat d'urbanisme a été validé par la commune, ça nous a permis de continuer les études, de faire l'avant-projet, et nous a permis derrière de déposer un permis de construire qui a été obtenu il y a peu de temps. Il faut savoir que c'est une opération qui est réalisée sur une ancienne exploitation agricole. Aujourd'hui, on a des oliviers et certains éléments visuels, on va dire patrimonial, même si ça n'a pas une grande importance patrimoniale, mais ça a quand même, à la vue des élus et des habitants, quelque chose d'assez marquant. Donc ces oliviers et aussi des restants. Donc on a essayé, à travers ce projet, de minimiser au maximum l'impact de la réalisation de ces logements sur son environnement. La première question qu'on s'est posée, c'était qu'est-ce qu'on allait faire de ces oliviers. Donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de conserver la totalité de ces oliviers. Donc, on a 2 possibilités de le faire, c'est de les transplanter sur notre terrain, qui est libre d'utilisation. Donc ça, on a vu avec l'ancien exploitant, donc il est tout à fait d'accord pour qu'on le réalise. Et la deuxième chose, c'est de réutiliser certains oliviers qu'on a sur le terrain pour les réimplanter sur le projet. Et ensuite, on a aussi la réalisation d'une chaufferie urbaine qui sera connectée au réseau existant de la commune. Cette chaufferie urbaine qui va être alimentée essentiellement en matériaux biosourcés, qui est en fait du bois, qui sera réalisée sur l'opération. Et c'est une chaufferie qui est sous maîtrise d'ouvrage de la métropole Aix-Marseille-Provence. Voilà un bel exemple présenté par Rémi Auger, l'écoquartier de la Plantade à Coudoux. Alors moi, j'ai l'accent moins chantant que Rémi Auger, mais c'est un bel exemple. Vous parliez d'énergie verte, là, avec cette chaufferie urbaine raccordée. C'est vrai qu'on est sur un très bel exemple. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Anne-Sophie Grave, moins d'1% d'étiquettes FEG sur le parc de CDC Habitat. Vous aimez l'innovation, vous aimez être pionnier. Alors, comment le patrimoine immobilier, vous avez dû vous poser la question, comment peut-il s'adapter au changement climatique à court, moyen et puis long terme? C'est une question donc, qui mobilise, en plus, on l'a vu au cours du congrès. Et vous avez lancé le DPR, Diagnostic Performance Résilience, une démarche inédite dans le secteur du logement. Alors, mais le DPR, qu'est-ce que c'est exactement? On écoute Thierry Deberle, responsable stratégie énergétique et environnementale à la direction du patrimoine de CDC Habitat. Au niveau du réchauffement climatique, ce qu'on observe, et on l'a observé encore cet été, c'est qu'il est bien présent. Et donc c'est pour ça que très rapidement, on s'est penché sur notre capacité à adapter notre parc au changement climatique. Ce qu'on appelle, nous, le diagnostic de performance résilience, ça correspond en fait à 2 outils. Donc un premier outil, on a travaillé avec une société spécialisée sur le sujet qui s'appelle Résilience. Et donc avec Résilience, on a développé une cartographie de la métropole, mais aussi des départements d'outre-mer. Et dans cette cartographie, en fait, on va voir l'évolution des aléas climatiques à l'échelle des communes. L'outil en fait qu'on a pu développer va permettre de calculer pour chaque ensemble immobilier une note de vulnérabilité du bâtiment face à chaque aléa climatique. L'étape suivante, ça a été de développer un outil pour faire après ce qu'on appelle le DPR terrain, donc le diagnostic de la performance de résilience du bâtiment, mais avec une visite de site. Et on va décider de traiter dans un premier temps les bâtiments les plus critiques vis-à-vis du changement climatique, et on fait des audits de résilience. J'ai 2 exemples. Un premier exemple qui est un ensemble immobilier à Palavas-les-Flots, où on se rend compte qu'à travers notre étude, on va dire, de bureau, on identifie un risque submersion sur le site. Donc c'est un site qui ressort comme étant en priorité à traiter.
Et le DPR avec visite de terrain, on s'aperçoit de l'importance aussi de la connaissance du site et de la topographie très précise, puisqu'en analysant plus finement, on s'aperçoit que l'ensemble immobilier est situé sur une petite côte et qu'en faisant l'enquête de terrain auprès du voisinage, auprès du gardien, il y a effectivement des historiques d'inondation tout autour du bâtiment, mais que le nôtre était justement bien protégé du fait de sa situation. Donc ça, c'était vraiment la première expérience. Et puis après, derrière, sur l'ensemble des DPR qu'on a pu réaliser sur site, on a des propositions de travaux qui ressortent assez régulièrement, notamment concernant les vagues de chaleur, c'est la pose de revêtements clairs, la mise en place de volets, de protection solaire mobile. Et il y a aussi beaucoup de solutions qui sont fondées sur la nature, ce qui permet de rejoindre aussi notre stratégie biodiversité. Oui, la stratégie biodiversité, on en a parlé aussi ce matin lors des signatures au congrès, Anne-Sophie Grave. On a même évoqué dans les deux reportages qu'on a écoutés, avec Muriel Hurteloup qui parlait des charmes, Rémi Auger qui parlait des oliviers. Ça, c'est une vraie volonté pour vous aussi de vous engager dans cette biodiversité. Alors c'est un engagement fort, effectivement, du groupe, et puis je dirais de nos équipes, parce qu'en fait, elle se joue au quotidien. Elle se joue aussi bien sur les équipes qui gèrent des sites, puisque on a beaucoup développé, par exemple, les jardins partagés, qui sont vraiment acteurs de la biodiversité. On a aussi ce que je pouvais évoquer tout à l'heure, quand on s'engage sur la sobriété foncière et de la renaturation de terrains précédemment imperméabilisés. C'est très favorable, je dirais, à la biodiversité. Alors on a entendu effectivement ces deux témoignages intéressants sur comment on arrive, tout en construisant, à maintenir effectivement ces équilibres. Donc voilà, c'est une succession d'actions, mais dans lesquelles aussi on associe nos locataires. Et je pense que c'est important aussi de faire de la sensibilisation. Et j'ajouterais aussi qu'avec la réglementation environnementale 2020, j'irai dorénavant, vous savez, on traite le confort d'été aussi dans nos nouvelles constructions. Mais ce confort d'été, il passe aussi par la création d'îlots de fraîcheur. Et ces îlots de fraîcheur, eh bien justement, sont aussi apporteurs de biodiversité. Donc oui, quand on est constructeur-opérateur, on pourrait se dire, on artificialise les sols, on les imperméabilise. Aujourd'hui, non. Voilà, on apprend à faire différemment. J'évoquais recyclage, renaturation. C'est un vocabulaire nouveau pour nous, mais sur lesquels, et je pense que vous avez senti dans ces reportages, nos équipes sont extrêmement intéressées, mobilisées, actrices. Complètement. On a vu avec Thierry Deberle que il fallait s'adapter maintenant au terrain, qu'il fallait s'adapter au climat. Alors justement, vous avez évoqué le fonds Solidarité Énergie tout à l'heure, effectivement, mais il y a eu aussi une autre signature importante, c'était celle de la charte EcoWatt. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, parce que donc j'ai évoqué le fonds Solidarité Énergie pour accompagner nos locataires en difficulté, mais le meilleur moyen, c'est quand même d'essayer de consommer moins. Donc notre objectif pour l'hiver prochain, c'est d'accompagner nos locataires sur des éco-gestes. Effectivement, comment dans son logement, alors nous on va chauffer à 19 degrés, puisque c'est un des objectifs de la charte EcoWatt cet hiver, aussi bien pour les logements, mais aussi pour les bureaux, de ne chauffer qu'à 19 degrés, puisqu'on rappelle que 1 degré en moins, c'est 7% de consommation d'énergie en moins. Mais pour faire cela, il faut aussi accompagner. Parce que si on chauffe à 19 degrés et qu'on met des radiateurs d'appoint, eh bien, on n'aura pas du tout atteint notre objectif. Voilà, donc nous avons la chance, avec nos agences de proximité, nos gardiens d'immeubles, tout notre réseau d'équipes implantées sur le terrain, de savoir faire cela, de savoir accompagner nos locataires. Ça va passer aussi, puisqu'il faut aussi que nous-mêmes soyons vertueux, donc que nos exploitations de chauffage, je dirais, soient efficientes. Aujourd'hui, on a pas mal déployé par exemple, des robinets thermostatiques, mais il faut aussi accompagner comment on les utilise. Voilà, donc c'est tout un écosystème qui se met en place là pour l'ouverture de la saison de chauffe cet hiver, pour arriver à ce que collectivement, on en fasse un enjeu, mais un enjeu positif aussi, qu'on ne soit pas là. C'est une sorte de contrainte quand même de dire qu'on va chauffer moins. Oui, vous ne voulez pas moralisateur non plus. Exactement. Mais comment au contraire, on en fait un acte citoyen pour tout à chacun. Un travail d'équipe finalement. Et c'est un travail d'équipe. Et ce qui est très important aussi, vous citiez la charte EcoWatt, c'est qu'effectivement on fait aussi tout cela, non seulement
pour que la facture énergie diminue, pour qu'on consomme moins, mais c'est aussi pour éviter les coupures d'électricité cet hiver. Voilà, donc nous serons aussi acteurs pour relayer les fameuses alertes d'EcoWatt qui va nous donner la météo du réseau électrique avec les risques de coupure quelques jours à l'avance. Et si on fait tous des efforts, il n'y aura pas de coupure. C'est aussi une nouveauté dans nos quotidiens. Exactement. Alors construire des logements, c'est une chose, mais encore faut-il qu'ils s'inscrivent dans une globalité. Vous êtes sur Banque des Territoires, la radio. Nous sommes avec Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat. Et nous allons nous intéresser à comment construire une société plus inclusive. Alors, construire une société inclusive, c'est inclure tout le monde, évidemment, même les publics les plus fragiles, n'oubliez personne. Les publics fragiles, Anne-Sophie Grave, de qui parle-t-on ? Alors, les publics fragiles, je dirais que c'est assez large d'une certaine façon, puisque ça peut être une fragilité économique, on en a, je dirais, beaucoup parlé. Ça peut être une fragilité sociale, d'insertion sociale. Ça peut être une fragilité professionnelle, d'insertion professionnelle. Et donc, nous essayons, avec nos équipes, d'être présents sur ces différents champs. Je vais prendre l'exemple de notre filiale Adoma. Adoma, par exemple, qui développe des pensions de famille ou des résidences sociales. Donc, pension de famille, c'est quand on a un moment de la vie très fragilisé qu'il faut se réinsérer. Et donc là, c'est vraiment une pension de famille. Donc, vous allez avoir 15-20 logements. Vous allez avoir la maîtresse ou le maître de maison qui va être là au quotidien pour vous aider à vous réinsérer. Une résidence sociale, c'est un peu différent. C'est un premier parcours pour aller vers la réinsertion professionnelle. On a une grosse mobilisation aussi sur l'accompagnement au handicap, avec un gros travail avec des associations. Donc nous fournissons l'hébergement et l'association va gérer, que ce soit un handicap physique, un handicap psychologique ou des maisons, par exemple, pour autistes aussi. Ça peut être ce genre de sujet. Et puis nous avons aussi un sujet qui monte beaucoup dans nos résidences, qui est celui du vieillissement de nos locataires, et comment on permet aussi à nos locataires de rester le plus longtemps possible à domicile, ou comment, donc on adapte nos logements pour faciliter cette accessibilité, mais aussi on expérimente de nouvelles solutions. On pourrait parler de ce qu'on fait aujourd'hui avec une start-up où on fait du co-living pour seniors. De la coloc, peut-être. Exactement, parce qu'on n'a pas, une personne âgée n'a pas forcément envie de rester seule, d'être isolée, pas forcément non plus envie d'aller tout de suite dans une résidence autonomie. Et donc c'est une sorte de formule intermédiaire où on va être 4-5 à partager, gérer un logement avec un petit peu de service. Et je pense que ces liens de proximité, de solidarité de proximité sont, vraiment très, très importants. Donc il y en a beaucoup d'exemples. Et ce logement inclusif, c'est comment répondre à chaque moment de son parcours de vie à une fragilité. Et tous, on peut avoir à un moment de sa vie, une difficulté, une fragilité, et on essaye d'accompagner, d'y répondre au mieux. Oui, c'est pour ça que c'est important de s'occuper de ces publics, puisque chacun peut être touché par cette précarité, cette fragilité. Alors un exemple d'habitat inclusif, on va aller à Quetigny, commune de la métropole dijonnaise, en Côte d'Or, avec les témoignages d'Amélie Pillet, directrice d'agence de Quetigny, et de Lydie Thévenin, de la Mutualité française bourguignonne. C'est suite à des échanges avec la mairie. Alors déjà, des échanges de l'équipe municipale avec des habitants de Quetigny, des habitants qu'ils accompagnent depuis plusieurs dizaines d'années, des personnes en situation de handicap. Donc après ces échanges entre les habitants et la commune s'est naturellement retournée vers nous et nous a demandé si nous étions intéressés pour développer avec eux un nouveau type d'habitat. Et comme nous sommes partenaires historiques de la commune, on a accepté évidemment de participer au projet et d'avancer avec eux pour monter ce projet-là et voir de quelle manière on pouvait le co-construire. Au démarrage, on s'est fait accompagner du GIHP, qui est une association qui accompagne les personnes en situation de handicap, mais qui accompagne aussi les bailleurs dans la construction de bâtiments spécifiques au handicap. On a été visiter des résidences sur Lyon pour s'inspirer et rencontrer le public pour comprendre quels besoins ils avaient et ce qu'on devait construire. Et on a demandé également au GIHP de nous assister, on leur a donné une mission assistance à maîtrise d'ouvrage pour pouvoir définir un cahier des charges dans
la construction déjà de la résidence. Et ensuite, il a fallu monter en parallèle le projet social et donc trouver un partenaire qui puisse accompagner ces 8 locataires qui ne sont pas autonomes. Ils ont besoin d'une aide à la personne 24 heures sur 24. Alors, il n'y a pas que les publics fragiles de métropole que vous accompagnez à CDC Habitat, il y a aussi l'outre-mer, puisqu'on peut évoquer rapidement cette signature, puisqu'on va retrouver Alexandre dans quelques instants, mon collègue journaliste qui est dans les allées du congrès USH. Anne-Sophie Grave, justement, cette signature avec la Croix-Rouge, c'est un moment important, j'imagine. Oui, alors vraiment très important, parce qu'effectivement, nous sommes présents, et vous l'avez rappelé, en outre-mer sur 5 territoires, la Réunion, Mayotte, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Nous avons un parc de logements important. Et là aussi, on peut se retrouver confronté à ce que j'évoquais tout à l'heure, le vieillissement de la population. C'est vrai qu'en métropole, on est très investi aussi sur, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sur le médico-social, sur les résidences autonomie, les EHPAD. Et en Outre-mer, aujourd'hui, si je prends la Martinique et la Guadeloupe, on est sur des départements à la démographie aussi vieillissante. Et on a de plus en plus de demandes sur, par exemple, des résidences autonomie. Et nous sommes constructeurs, nous sommes bailleurs, donc nous pouvons construire, mais nous ne sommes pas gestionnaires de ces établissements. Et donc le partenariat avec la Croix-Rouge, ça va être pour développer justement ce type de produits, donc des logements foyers, des logements comme ce qu'on vient d'entendre aussi pour le handicap. Et puis nous allons aussi accompagner la Croix-Rouge, qui a un patrimoine important en Outre-mer, pour les accompagner sur le diagnostic technique de leur bâtiment, sur leur programmation de travaux. Donc c'est vraiment un partenariat, je dirais, très complet, très intéressant, et qui va aussi pouvoir, on parlait des fragilités, j'ai parlé donc du logement des personnes plus âgées, mais aussi les solutions d'hébergement. Les solutions d'hébergement pour les plus fragiles sont beaucoup moins développées en Outre-mer qu'en métropole. Et encore assez récemment, j'étais à La Réunion et un maire nous disait: ben voilà, je loge de manière très diffuse dans le parc, des gens qui sinon seraient à la rue. Et en fait, je voudrais faire une maison relais. Autre exemple très intéressant, il nous disait: dans mon hôpital est spécialisé sur l'accueil des prématurés, enfin l'accueil des naissances de prématurés, mais j'ai besoin, les familles viennent de loin, et j'aurais besoin d'un hôtel pour les accompagnants, pour les parents par exemple, ou des malades. Malades de cancer, par exemple, qui doivent rester pour des traitements. Et ben voilà, l'île, la circulation n'est pas facile, etc. Donc on voit bien toute forme en fait de construction, là aussi sur des fragilités, pour répondre, gérer au mieux à ces besoins. Et effectivement, on va le voir avec Alexandre Vibard, donc, qui est dans les allées du salon du congrès USH et qui est en compagnie de la Croix-Rouge. Oui, Marie-Hélène, toujours en déambulation dans les allées de ce salon, Eurexpo, donc salon Habitat Social, et avec un interlocuteur qu'on n'est pas forcément habitué à associer avec le logement social, c'est la Croix-Rouge. Gaëlle Nerbar, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice nationale Outre-mer de la Croix-Rouge française. La Croix-Rouge vient tout juste de signer de la main de votre directrice générale une convention avec CDC Habitat. Qu'est-ce que c'est que cette convention ? Alors tout d'abord, je tenais vraiment à remercier l'ensemble des équipes de CDC Habitat avec lesquelles nous travaillons depuis un an pour préparer cette convention. Donc il s'agit de mettre en avant ce partenariat. Il s'agit de travailler donc avec ce partenaire du logement social en Outre-mer qui doit nous accompagner dans notre développement d'activités, parce que, comme vous le savez, la Croix-Rouge française, elle intervient auprès des plus démunis. Et pour nous, il est important de travailler avec un spécialiste de l'immobilier, du logement social, pour qu'on continue à répondre au plus près des populations des territoires. Alors justement, la Croix-Rouge est associée avec le secourisme, avec intervention dans des zones à risque pour aider les populations fragiles, vous l'avez dit. On n'a pas forcément l'habitude d'associer la Croix-Rouge et le logement social. Quelles sont vos actions, qu'est-ce que vous faites dans le domaine social ? Donc, je fais une petite digression pour saluer l'engagement de tous les volontaires de la Croix-Rouge en ce moment même en Guadeloupe à la suite de la tempête Fiona. Ils sont toujours mobilisés. Donc en effet, vous avez raison, on intervient en cas de catastrophe, dans le cadre de crise, en cas d'urgence. Mais nous avons aussi des établissements, des crèches, des établissements médico-sociaux, des EHPAD, des SAMU sociaux. Et puis pour toutes ces activités, nous avons besoin d'espaces, de locaux,
pour pouvoir accueillir l'ensemble de ces activités sur les territoires. Donc l'objectif est d'être accompagné et de proposer une réponse adaptée à l'ensemble des besoins des territoires et par territoire. Voilà, CDC Habitat est implanté dans les 5 DROM, comme la Croix-Rouge, et donc il s'agira de construire de nouveaux partenariats ensemble. Avec des situations bien spécifiques en plus pour chaque territoire pays d'outre-mer, qui sont évidemment très différents les uns des autres. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret ou nous expliquer en pratique qu'est-ce qui va se passer grâce à cette convention, comment vous allez pouvoir travailler ? Tout à fait. Donc la particularité de cette convention, c'est l'aboutissement aussi, je l'ai dit, d'un travail d'1 an, mais aussi d'un partenariat qui existe déjà dans certains territoires. Et nos équipes travaillent déjà ensemble, comme en Martinique, où nous travaillons sur un projet sur la friche du Lamentin, où nous proposons de construire un EHPAD, une crèche ou une maison de santé, sur toute une friche. Et donc un ensemble de dispositifs qui peut permettre de répondre aux besoins de la population. Vous voyez, Marie-Hélène, en fait, cette convention permet de mettre en relation les acteurs les mieux à même de répondre aux problématiques d'habitat social de différentes zones. Merci Alexandre et on remercie Gaëlle Nerbar, directrice nationale Outre-mer de la Croix-Rouge française. Un mot peut-être, Anne-Sophie Grave, en réaction à ce que vous avez entendu, les paroles, les propos de Gaëlle Nerbar. Oui, mais écoutez, citer notamment le projet du Lamentin, ce qui est vraiment un très très beau projet. Et je pense une très belle concrétisation de ce partenariat. Donc on espère surtout gagner ce projet. Évidemment. Alors, autre exemple de la mobilisation de CDC Habitat pour une société inclusive, c'est la Clé Solidaire, une offre créée pour accompagner les associations. Et nous avons la directrice de la Clé Solidaire en studio, Karine Corsetti. Bonjour Karine. Bonjour à tous. Alors, la Clé Solidaire, c'est quoi? C'est qui sont les personnes actives dans cette Clé Solidaire? Bien, l'origine de la Clé Solidaire, c'est 4 opérateurs, donc CDC Habitat, la Banque des Territoires, la FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité, et l'UNAFO, l'Union professionnelle pour le logement accompagné, qui décident fin 2019 de mettre en commun leurs énergies et de créer un nouvel outil pour accompagner les associations. Parce que les associations qui interviennent auprès des plus fragiles, elles ont elles-mêmes besoin de soutien. Et donc la Clé Solidaire mobilise des compétences, des expertises dont les associations ne disposent pas nécessairement en interne. Et c'est un moyen donc, de les soutenir dans leur lutte contre l'exclusion et la précarité. Du coup, concrètement, comment vous aidez les associations? Alors, on a construit une offre de services destinée aux associations du secteur du logement accompagné, de l'hébergement et du médico-social, et dans laquelle on va retrouver des axes d'accompagnement autour de la gestion patrimoniale. Par exemple, les plans pluriannuels de travaux, les stratégies patrimoniales, l'optimisation de la gestion courante, mais aussi la fourniture de services, en particulier sur les systèmes d'information, des marges de digitalisation, on en parle aussi beaucoup, et les achats groupés, avec la possibilité pour les associations de bénéficier du cadre des marchés porté par le groupe CDC Habitat. Et donc aujourd'hui, on est à 8 marchés. Sur des sujets aussi divers que le traitement des nuisibles, la fourniture de linge de lit ou encore dernièrement la réalisation de DPE, les diagnostics de performance énergétique. L'idée étant à chaque fois, quelle que soit l'offre, d'adapter le niveau d'accompagnement aux besoins réels des associations, c'est-à-dire le sur-mesure et le à la carte. Voilà. Et donc aujourd'hui, tout champ confondu, on est à 93 dossiers d'accompagnement auprès des associations. D'accord, donc du coup, depuis 2019, l'année de votre création, quelles évolutions ? Alors, la grande nouveauté cette année, c'est la mobilisation d'une enveloppe exceptionnelle d'1,2 million d'euros avec le soutien de la Banque des Territoires, qui va nous permettre de renforcer ce soutien au secteur associatif en apportant une aide financière dans leur démarche de diagnostic. En partant du constat que dans tout projet, il y a nécessairement une première étape, celle du diagnostic, c'est-à-dire ce moment où on va faire le point sur l'existant, un état des lieux des forces, des faiblesses, et en fonction d'un objectif défini, on va qualifier et quantifier
les besoins et au final disposer d'une feuille de route des actions à conduire. Et donc c'est cette étape-là que la Clé solidaire et la Banque des territoires proposent de soutenir en donnant ce petit coup de pouce qui va permettre aux associations d'enclencher leur démarche. Ça, c'est le principal objectif pour les mois à venir. Tout à fait, oui. Merci Karine. Alors, la Clé solidaire, comme on vient de le dire, c'est une structure créée pour venir au soutien d'associations qui accueillent, offrent des solutions de logement à des personnes démunies. Mais comment concrètement la Clé solidaire aide ces bailleurs associatifs? C'est ce que nous allons voir avec un exemple tout de suite avec vous, Alexandre Vibard, en direct des allées du salon USH et du stand des associations. Oui, Marie-Hélène, les associations qui sont présentes en nombre sur ce salon, puisque le secteur associatif est assez impliqué dans le domaine du logement social. Il y a d'ailleurs à côté de nous un ensemble de stands dédiés à ces associations qui agissent dans le secteur du logement social. Et je vous présente Fréa, un bailleur social associatif qui fait partie du mouvement Emmaüs et qui lutte contre le mal logement dans la région Île-de-France depuis un quart de siècle. Thierry Debrand, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur général de Fréa. Je viens d'évoquer votre association et son activité de manière très résumée. Si on développe un petit peu, quel est l'objet de Fréa et c'est quoi vos actions au quotidien ? Bonjour, donc Fréa est un acteur du mal logement pour résoudre la crise du mal logement en Île-de-France et vous le savez, c'est vraiment un des sujets les plus importants. Donc Fréa, c'est une association, un bailleur social associatif, 1500 logements en propriété propre parce que nous produisons nos logements, nous accompagnons les familles au titre de la gestion locative accompagnée et nous avons un secteur accompagnement au sens large où nous accompagnons 5000 ménages par an sur l'ensemble de l'Île-de-France. Accompagnement, en quelques mots, c'est quoi ? L'accompagnement, c'est de l'entrée dans les lieux jusqu'à la sortie pour faire en sorte que la relation locative se passe le mieux possible. Donc ça part de l'ouverture des droits à faire en sorte que les gens n'aient pas d'impayés, à regarder qu'ils puissent bien vivre dans leur logement. Parce que c'est ça la priorité, c'est savoir bien vivre, c'est être en capacité de bien vivre. Donc l'accompagnement peut être un accompagnement très technique et de courte durée jusqu'à un accompagnement beaucoup plus long parce qu'il y a des gens, les besoins ne sont pas les mêmes selon les familles, selon les ménages. Quelle aide, quel accompagnement vous apporte la Clé solidaire ? Donc la Clé solidaire, depuis l'origine, Fréa est une association, fait partie d'une fédération professionnelle qui s'appelle la FAPIL. Et de l'origine, nous avons été acteurs de la création de la Clé solidaire. Et pour nous, la Clé solidaire, c'est deux choses. C'est premièrement un lieu de rencontre du monde associatif avec la Banque des territoires et CDC Habitat. Donc ça, c'est très important de pouvoir se parler. Nous avons beaucoup de choses, beaucoup d'expériences à échanger et ça, c'est très important. Et le deuxième métier, en tout cas la deuxième action de la Clé solidaire est autour pas d'une centrale d'achat, mais de nous permettre d'avoir l'accès à des plus grands marchés et donc d'avoir une réduction de nos coûts de production et ça c'est très intéressant. Voilà. Différents moyens pour se mettre en relation les uns avec les autres. Vous avez de plus en plus de contacts avec cette Clé solidaire. Et vous avez justement, donnons quelques exemples, 2 projets importants en cours. Oui, nous avons deux projets importants autour de 2 marchés qui sont structurants pour nous. Donc, le premier marché est un marché de l'informatique, parce que voilà, l'informatique, on va pas c'est quand même le nœud de nos métiers. Et donc voilà, avoir accès à des marchés plus importants. Et le deuxième marché, c'est autour d'une autre problématique très importante, qui est la précarité énergétique et les diagnostics les DPE. Et donc nous avons pu avoir accès au marché de CDC Habitat pour avoir une baisse des coûts et avoir une expertise plus importante. Donc la Clé solidaire, c'est aussi ça, c'est avoir une plus grande expérience, une plus grande expertise pour des associations qui restent de taille modeste. On ne va pas se comparer aux très gros bailleurs sociaux. Nous avons une autre utilité et donc c'est un partage, un échange avec des acteurs essentiels que sont la Banque des territoires et CDC Habitat. Dont le cœur de métier, vous voyez, Marie-Hélène, est toujours le réseau, animer, créer, faire vivre un réseau avec différents acteurs selon les problématiques engagées et puis accompagner, conseiller toujours voilà, des actions très importantes, quel que soit le type d'interlocuteur. Merci Alexandre et on remercie Thierry Debrand qui s'est donc exprimé sur la Clé solidaire et pas solitaire. La langue a fourché un moment, mais voilà, c'est tout l'inverse d'être solitaire avec vous, Karine Corsetti. Un mot peut-être, parce qu'on a parlé justement, Thierry Debrand, bailleur social associatif de Fréa, a parlé du DPE justement. S'il y a des associations qui sont intéressées par ça, comment faire pour vous contacter ?
Alors, le marché des PE vient d'être attribué, donc là, j'ai envie de vous dire... Ils peuvent toujours vous contacter pour avoir des conseils. Oui, absolument, exactement, tout à fait. Pas de souci. Merci beaucoup, Karine Corsetti. Je rappelle, vous êtes la directrice de la Clé Solidaire. Merci d'avoir été avec nous sur Banque des Territoires, la radio. Anne-Sophie Grave, vous restez avec nous pour notre dernière séquence. Après avoir parlé d'inclusion, nous allons parler de cohésion. Vous êtes sur Banque des Territoires, la radio. Nous sommes en direct du congrès USH à Lyon et c'est une émission spéciale CDC Habitat. Alors, ces derniers temps, on peut faire un constat, ces dernières années, un constat un peu triste. C'est vrai que la société semble de plus en plus individualiste, avec une multiplication des incivilités. Comment cela se traduit sur votre parc, Anne-Sophie Grave ? Alors, donc sur notre parc, pour répondre à votre question, nous avons des gardiens d'immeubles, comme vous le savez. Nous avons une organisation de proximité importante. Et en fait, nos gardiens d'immeubles, ce sont vraiment, je dirais, pour nous, c'est le premier interlocuteur du locataire. Et c'est vraiment des acteurs de lien social. Qu'est-ce que ça veut dire, acteurs de lien social? Ça veut dire aussi bien prendre des nouvelles de la personne âgée qu'on n'a pas vue depuis 2-3 jours sortir de son logement, mais c'est aussi savoir parler à quelques jeunes qui vont rester dans le hall et voilà, qui vont peut-être empêcher d'ailleurs la personne âgée de rentrer. Donc c'est s'adresser en fait, c'est faire de la régulation sociale. Ça n'est pas un métier facile. Et c'est vrai qu'on a pu observer en fait après la crise sanitaire, je devrais dire plutôt après les confinements, puisque cette crise sanitaire n'est peut-être pas tout à fait terminée. Bon, mais enfin après, et notamment le premier confinement, on a observé une forte décompression. On a observé plus d'agressions sur nos sites, plus d'agressivité. Donc, vous parliez d'incivilité. Donc, on a des incivilités effectivement sur nos résidences, mais on peut aussi avoir, et gérer nos gardiens en sont parfois malheureusement victimes, gérer de l'agression, alors de l'agression verbale, mais aussi de l'agression physique. Et il y a quand même une recrudescence, voilà, une tension plus forte après ce contexte que tout le monde a vécu difficilement. Le premier confinement a été difficile à vivre et ça a rendu les choses, je dirais, plus compliquées. Oui, on n'est pas fait pour être enfermé, effectivement. Alors, dans ce souci de cohésion sociale, CDC Habitat a noué un partenariat avec le réseau Intermed, présent dans les résidences sociales, dans les pensions de famille, en centre d'hébergement géré, vous le disiez, par Adoma, la société d'économie mixte filiale du groupe CDC Habitat, donc qui accueille notamment les travailleurs migrants. Alors, comment ce partenariat se concrétise sur le terrain? On va s'y intéresser. L'exemple d'Intermed en Rhône-Alpes avec un témoignage à 2 voix, celle d'Anne-Sophie Mouillet, directrice de l'agence de Lyon de CDC Habitat, et celle de Marie Leroy, infirmière psychologue sur le réseau Intermed. Nous sommes pleinement rentrés dans des concepts de logement inclusif, de logement d'abord, qui sont portés par les politiques publiques. Et notre rôle de bailleur, c'est de loger décemment, mais nous devons également garantir une sorte de pérennité dans l'habitat pour les personnes que nous logeons. Et parfois, nous avons connaissance d'un certain nombre de situations complexes qui dépassent nos compétences en matière de logement. En tant que bailleur, moi, je ne suis pas dans la compétence, on va dire, médicale. Donc, l'idée, c'est plutôt de pouvoir vous dire qu'on observe des logements qui sont encombrés, dans lesquels les personnes gardent tout, gardent des cartons, gardent des ordures ménagères. Et donc, la situation, elle devient risquée au niveau sanitaire. On a, pour citer d'autres exemples, des troubles de voisinage. Intermed est une association qui est très implantée sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes et notamment sur le Rhône. Il y a une mobilisation interbailleurs sur le sujet de la souffrance psychique avec des dispositifs innovants qui ont été construits au fil des années et Intermed est un opérateur associatif qui porte ces sujets. C'est une complémentarité où nous, en tant que bailleurs, on identifie une situation et on transmet les éléments factuels que l'on a repérés à un coordinateur intermède qui ensuite va se mobiliser avec des infirmiers pour rentrer en contact avec notre locataire. C'est une complémentarité à rude épreuve parce qu'on sait que l'intervention souhaitée, elle est souvent issue d'échecs de prise en charge par le droit commun. Je dirais que les visites à domicile, elles sont aussi variées que des personnes qu'on rencontre parce que on va se baser sur le motif de l'interpellation et si la personne nous attend ou pas. Et du coup, toutes les visites à domicile seront faites sur mesure de la personne. Il y a plusieurs possibilités. Il faut connaître la saisine, on appelle ça des saisines. Donc c'est quand
une conseillère sociale ou le bailleur s'inquiète et demande l'intervention d'intermède, on lit la fiche de saisine. Souvent, de mon côté, j'appelle la conseillère sociale pour savoir si c'est toujours d'actualité, s'il y a eu du nouveau. Comment est-ce qu'on peut l'aborder? Est-ce qu'il nous attend? Est-ce qu'il ne nous attend pas? Donc en fait, il y a tous ces paramètres-là au début à bien avoir en tête. Si c'est quelqu'un qui nous attend et qu'on a un numéro de téléphone, c'est beaucoup plus simple, hein. On l'appelle, on se donne un rendez-vous. Si quelqu'un qui n'a pas très envie de nous voir au départ, c'est plus essayer de se présenter. Donc des fois, c'est aller toquer une porte, parler à travers la porte, laisser un petit mot, de dire qu'on repassera. Ne serait-ce que l'ouverture d'une porte, des fois, ça peut mettre 2 mois, 3 mois, ça dépend vraiment des situations. Ensuite, une fois qu'on a accès au logement, ce qu'on appelle du coup des visites à domicile, soit la personne accepte que l'on entre chez elle, soit elle préfère, et nous on laisse toujours la possibilité, c'est que ce ne soit pas forcément au domicile. Parce que souvent, c'est des logements où il est compliqué de recevoir, parce que c'est des personnes isolées, et c'est de leur intimité, souvent il y a quand même beaucoup d'incurie, une certaine gêne de leur part aussi, le temps que la relation se fasse, pour nous laisser rentrer chez eux. Donc ce sera vraiment du cas par cas. C'est en tout cas ce que j'ai pu retenir et ce que j'ai pu voir à Internet, c'est qu'il n'y a pas une visite qui se ressemble, ne serait-ce que dans la première approche. Un vrai travail de terrain d'intermède par le biais de CDC Habitat. Alors voilà, ces personnes qui sont en difficulté, que Intermède veut aider, souvent ont des problèmes de santé mentale. Ça, c'est vraiment un sujet très important puisque ça a été quand même mis de côté pendant pas mal d'années, c'était pas pris au sérieux. Là, on sent qu'à l'heure d'aujourd'hui, vraiment, les gens ont conscience que c'est des vraies maladies, en fait, et qu'il faut traiter si on veut que ces gens-là aillent mieux. Vous êtes vraiment positionné là-dessus. Oui, le témoignage qu'on vient d'entendre est vraiment pour moi très important parce que c'est un peu, on voit bien aussi quelle est la limite à un moment donné du métier du bailleur social. Je disais que nos gardiens étaient acteurs de liens sociaux, de ces petites solidarités aussi de proximité, mais il y a des choses qui ne peuvent pas faire, qui ne savent pas faire et surtout qu'on ne leur demandera pas de faire. Et donc pour cela, pour traiter, on peut identifier des situations difficiles, de troubles psychologiques, mais il nous faut nouer des partenariats pour pouvoir traiter, je dirais, en profondeur ces situations. Et donc nous en avons fait effectivement un objectif important de notre plan stratégique, de voir comment on pouvait déployer, là ce qui est fait ici, je dirais sur Lyon avec Intermède, comment on peut le déployer ailleurs. Alors c'est vrai qu'on manque aussi de structures en France pour traiter ces sujets de la santé mentale, mais comme vous dites, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on en parle. On en parle, il y a une prise de conscience de ces sujets-là. On ne peut pas laisser nos locataires tout seuls par rapport à ces problèmes. On ne peut pas laisser non plus le gardien et le bailleur tout seuls avec ces problèmes. Et ça ne peut se traiter qu'en partenariat. En tout cas, CDC Habitat, c'est s'entourer. Il faut agir, mais avec les bons acteurs. Ça, on l'a vu tout au long de l'émission. L'émission qui s'achève, Anne-Sophie Grave, un mot peut-être pour conclure. Oui, et le mot que j'ai envie de prononcer, c'est l'aller vers. Puisqu'on a parlé de la crise énergétique, les éco-gestes, et on va demander à nos équipes d'aller encore plus vers les locataires pour les accompagner. Ce qu'on vient d'entendre en toute fin d'émission, c'est aller vers aussi les locataires qui peuvent avoir aussi des troubles, je dirais, profonds. Ce qu'on a entendu avec la clé solidaire, c'est aller vers ces associations qui, effectivement, par leur taille, ne peuvent pas forcément avoir accès à certains types d'expertise ou des facilités sur les achats. Et puis, bien sûr, aller vers le climat, la construction, le développement de logements. Enfin, jouer pleinement notre rôle d'opérateur global de l'habitat d'intérêt public qui nous oblige à être présents et répondant, je dirais, aux enjeux du moment qui sont peut-être pas faciles, mais en tout cas qui nous motivent beaucoup pour être agiles et trouver les bonnes solutions pour y répondre. En tout cas, les solutions se mettent en place, effectivement. Merci beaucoup, Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat. Vous allez pouvoir reposer votre voix. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous sur Banque des Territoires, la radio. C'est la fin de cette émission. Merci aux équipes de la Banque des Territoires, du groupe 7 de CDC Habitat pour toute la préparation en amont. Il y en a eu du Teams, je peux vous le dire. Merci à Audrey, Clara, Ophélie, Julie, Annick, Frédéric, Sophie et Fatou. Merci à EDDP, Xavier et Ludovic pour ce magnifique studio. Merci à l'équipe technique de GOUM, Guillaume, Manon, Thierry, Tim et Ninon. Et merci à vous, Alexandre Vibard. Merci, avec plaisir.
Écoutez, je suis ravi d'avoir participé à ces 3 jolies émissions. Quand je dis jolies, c'est des émissions qui ont été denses, qui ont nécessité beaucoup de travail, vous l'avez dit, des réunions Teams, de la préparation. Ça s'est bien passé. On est content d'avoir aussi pu rencontrer pas mal de monde à l'occasion de ce salon. Et puis on prépare un autre salon, le salon des EPL, la semaine prochaine. Nous aurons le plaisir, avec la radio Banque des Territoires, d'animer d'autres programmes. Enfin, on espère que les grèves nous permettront d'atteindre Tours, mais d'ici 5 jours, sinon on louera une calèche ou on trouvera autre chose. Et pour reposer votre voix aussi, Marie-Hélène, j'ai trouvé un baby-foot. Ça vous dit de faire une petite partie écoutez, après l'émission. Ça marche, avec plaisir. C'est gentil, Alexandre. À tout de suite. Alors, puisque Banque des Territoires, la radio, on vous donne rendez-vous effectivement à Tours mardi et mercredi prochain pour le congrès des entreprises publiques locales où les thématiques du logement et de la transition énergétique seront encore largement évoquées. Bonne fin de journée à tous. Banque des Territoires, la radio au congrès USH.